Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores. On se retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire du suivi du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer, donc qui ont moins de 10 jours de campagne restants sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Et oui, je sais, mes cheveux ne ressemblent à rien, mais que voulez-vous, au Japon, ça y est, la saison des pluies a commencé, et donc ça frise dans tous les sens, c'est affreux. Mais que voulez-vous, on n'est pas là pour faire un tuto maquillage ou coiffure, donc bon, on est parti. Et on commence tout de suite avec Microcrime, présenté dans le menu crowdfunding du 12 juin dernier. Il a quand même attiré 1200 contributeurs, ce qui est assez incroyable pour un tout petit projet de ce genre-là, mais pas si incroyable que ça quand même, puisqu'il s'agit avant tout d'un roll and write en print and play pour 1$. Donc évidemment, vous n'avez quasiment aucun risque à aller pledger ce jeu, ça vous coûte quasiment rien, et vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une bonne surprise. Pour ceci, il faudra quand même apprécier bien évidemment les jeux d'enquête et les jeux de roll and write, même si apparemment le jeu se présente comme étant pourvu de plusieurs modes de jeu, avec du roll and write, un jeu de plateau véritablement, un jeu de déduction, un jeu d'escape room, donc c'est un mélange de différents mécanismes qui n'ont pas l'air inintéressants au demeurant. On a ajouté via les stretch goals une tonne de nouvelles affaires potentielles, que vous voyez ici, un criminal intent, damn fine coffee par exemple, etc., etc., etc. Bref, je vous laisserai découvrir encore ça une nouvelle fois dans le menu crowdfunding du 12 juin dernier si vous êtes amateur de jeux d'enquête. Attention toutefois, sachez que le projet n'a pas de version française disponible. On enchaîne avec Runes of Dune, Reckless Magic, donc nouvelle extension pour le jeu Runes of Dune, qui bénéficie pas d'une note extraordinaire sur Board Game Geek pour être tout à fait honnête, mais bon, ils reviennent avec une nouvelle extension qui a tout de même attiré 213 contributeurs. Alors comme vous le voyez, le jeu s'apprête à se terminer et je ne l'ai pas présenté dans le menu crowdfunding, mais il était un petit peu passé sous le nez. Et du coup, je ne vais pas en parler plus que ça, parce que c'est un jeu qui, en plus de ça, ne bénéficie pas d'une version francophone. C'est un petit jeu de stratégie pour 2 à 4 joueurs, qui se base exclusivement sur de la gestion de main. Bon, pas grand chose de plus à en dire, d'autant plus qu'il n'y a pas de version française, je le rappelle encore une fois. Mais bon, histoire de dire que ça existe et que ça s'apprête à se terminer. Donc voilà pour Runes of Dune avec cette nouvelle extension, Reckless Magic, 213 contributeurs, à environ une quarantaine d'heures de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Encore un jeu présenté dans le menu crowdfunding du 12 juin dernier, il s'agit de Aeon's End, Past and Future, donc la nouvelle extension de Aeon's End, et oui, on peut toujours se demander pourquoi passer par du financement participatif pour un jeu aussi connu que Aeon's End qui n'en aurait théoriquement pas besoin. On n'a pas vraiment la réponse, on peut en imaginer plusieurs, mais je l'avais déjà fait la semaine dernière lors de la présentation du jeu, donc je vous renvoie à nouveau vers cette vidéo. En tout cas, Aeon's End poursuit son petit bout de chemin, on est à 3000 contributeurs, 250 000 euros d'engrangés, il reste 3 jours avant la fin de la campagne, donc autrement dit 2 lorsque vous verrez la vidéo. Est-ce qu'il y avait des stretch goals? J'avoue l'avoir un petit peu oublié depuis la dernière fois. On a des Kickstarter exclusives apparemment. Alors, est-ce que c'était ça, les milestones, ou des daily milestones? Donc, c'est un petit peu l'équivalent des stretch goals. Et donc, certains d'entre eux seront exclusifs à Kickstarter. Donc, ça reste malgré tout un petit peu intéressant de se pencher sur le cas de cette campagne, même si je doute que ces exclusivités soient vraiment très importantes et vraiment primordiales pour pouvoir profiter de l'extension. Donc par exemple ici on aura des cartes de gemmes et puis un randomiseur, mais là encore une fois pas un grand intérêt. Là on aura également de nouveaux trésors, bon ça c'est vrai que c'est toujours sympa à prendre en plus, ça rajoute un petit peu de profondeur de gameplay, de choix stratégiques. On aura aussi des upgrades de cartes de base. Est-ce que c'est des upgrades de qualité de matériel ou est-ce que ce sont des upgrades de pouvoir de cartes? Ça par contre je ne saurais pas trop vous dire. Même chose encore une fois pour des trésors. Ensuite des nouvelles reliques et un randomizer à nouveau. Encore des upgrades de cartes. Bon ok, c'est essentiellement des ajouts de nouvelles cartes ou d'upgrades de certaines cartes. Mais au-delà de ça, je ne sais pas très bien si ça apporte vraiment une profondeur suffisamment conséquente pour légitimer un pledge sur Kickstarter plutôt que l'attente du jeu en boutique. Moi j'aurais quand même plutôt tendance à vous proposer d'attendre la sortie boutique, d'autant plus que en plus, très redondant là aussi, d'autant plus que la campagne ne propose pas de version francophone. Voilà pour Aeon's End, 2 jours avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo, et malgré tout ça fait quand même un joli succès avec 3009 contributeurs à l'heure actuelle et 250 000 euros d'engrangés.
On continue avec Crossroads Inn qui avait été présenté dans le menu crowdfunding le 30 octobre de l'année dernière lorsque le jeu avait fait l'objet d'une première campagne sur GameFound qui s'est aboutie sur un échec tout simplement. Ils sont donc revenus sur Kickstarter 6 mois après et cette fois-ci, un peu plus de 6 mois d'ailleurs, 9 mois après, et cette fois-ci ça marche, 511 contributeurs pour ce jeu qui à l'origine était un jeu vidéo adapté donc cette fois-ci en jeu de société et qui dispose en plus de ça d'une version francophone. 511 contributeurs pour l'instant à 4 jours de la fin de la campagne et près de 40 000 € d'engrangés. C'est pas si mal, même si visuellement je trouve ça toujours aussi vilain pour être tout à fait honnête. Les miniatures, bon, elles passent, mais elles n'ont pas là non plus d'être essentielles au jeu pour être tout à fait honnête. Donc c'est un petit peu du... comment dire, de la deluxification qui vraiment là pour le coup ne sert pas à grand chose parce que bon, si vous faites des miniatures aussi jolies soient-elles et que vous proposez des cartes et un tableau de joueurs vraiment pas terrible, moi je suis pas très convaincu de l'intérêt que ça peut avoir. Mais bon, passons, les stretch goals, on aura des stretch goals qui sont affichés en tout petit, c'est pas très lisible tout ça. On aura apparemment des petites upgrades avec des sacs pour accueillir les tuiles j'imagine. On aura, enfin je vais essayer de zoomer un petit peu parce que sinon on va rien voir. Alors... donc au-delà de ça, on aura donc des tuiles supplémentaires, des cartes supplémentaires de recettes par exemple. Ensuite, on aura une qualité augmentée sur les cartes et sur les tuiles de manière générale. Un nouveau mécanisme de jeu qui vient intégrer Crossroads Inn, ce qui peut être relativement intéressant. Il s'agit des Innkeeper's Backstories, donc un truc un petit peu narratif potentiellement. Et puis ensuite, encore de nouveaux mécanismes qui viennent s'intégrer avec Bastard Storyline. Donc encore une fois, un truc un petit peu plus narratif, peut-être un petit peu plus immersif également. Et potentiellement aussi des tokens de fruits en impression 3D. Voilà, c'est à peu près tout. Et ma foi, je vais pas passer plus de temps sur Crossroads Inn. Éventuellement, si vous êtes intéressé et que vous connaissez le jeu vidéo par exemple, je vous renvoie vers la vidéo du 30 octobre 2021. Ça remonte, mais bon, au pire, vous allez sur la chaîne des Ludovores et vous tapez dans la barre de recherche Crossroads Inn et vous pourrez retomber dessus éventuellement. Voilà pour celui-ci, 511 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne, soit 3 lorsque vous verrez cette vidéo, et près de 38 000 € d'engrangés. On continue avec Takkule Relaunch, donc une nouvelle campagne pour le jeu de rugby, disons un petit peu cyberpunk, qui était disponible en français à l'origine. Là, apparemment, c'est encore le cas, mais via un fichier PDF exclusivement. C'est un projet qui nous vient d'Espagne, de Porto Cristo pour être plus précis. Un premier projet de Rampart Design sur Kickstarter. Mais attention, ne vous trompez pas, c'est leur premier projet, certes, mais Takkule a déjà une histoire sur Kickstarter. La première campagne avait été en 2020, je crois, c'est ça, octobre 2020. Donc ça remonte à près de 2 ans. C'était également en provenance d'Espagne, donc j'imagine que c'est quand même des gens de la même équipe qui s'en occupent, même si le nom de l'éditeur a potentiellement changé. On est actuellement à 200 contributeurs, à 5 jours de la fin de la campagne. Là aussi, c'est un projet que j'avais un petit peu raté et du coup, je ne l'ai pas présenté dans le menu crowdfunding. Je ne vais pas en rajouter plus que ça parce que là encore, ça devrait être un jeu qui va certainement passer sous le radar pour la majorité des gens. Mais en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu de rugby, mais dans un monde un petit peu cyberpunk, donc avec des pouvoirs particuliers et asymétrique entre les différentes factions, entre les différents personnages qui peuplent le jeu. Ici par exemple Lomu, joli petit hommage à Jonah Lomu, si je me souviens bien. Je ne suis pas du tout connaisseur de rugby, mais lui c'était quand même un petit peu un joueur mythique. Et vous voyez ici donc chacun des joueurs va avoir ses propres capacités asymétriques. Également les statistiques que vous voyez sur la gauche sont un petit peu différentes d'un joueur à l'autre ou d'une joueuse à l'autre également d'ailleurs. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu tout ça par vous-même, même si bon c'est en anglais hein, évidemment, mais comme c'est uniquement le suivi, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Mais si vous aimez le cyberpunk, si vous aimez le rugby, les jeux de sport de manière générale, ça peut éventuellement vous intéresser. Attention, le jeu est quand même pas donné parce que c'est quand même blindé de miniatures comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà, tenez-le vous pour dit, excusez-moi. Mais en tout cas, ça peut être un projet assez sympa si tant est qu'on aime ce genre. 200 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo sur YouTube. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 juin dernier, This Didn't Happen est financé, ce qui n'était pas le cas lors de la première tentative du jeu sur Kickstarter. On a actuellement près de 420 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne et on a engrangé 13 384 € à l'heure actuelle. Petit jeu dont je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 5 juin pour en apprendre plus en détail, mais un petit jeu qui vous propose de contrecarrer les plans de l'avenir du maître du temps et d'empêcher
une apocalypse sur Terre, ou une apocalypse ou tout du moins un événement tragique et catastrophique qui réduirait à néant la population mondiale. Avec une base de petits puzzles spatials, vous allez imbriquer des cartes les unes avec les autres pour essayer de bénéficier de petits ajouts de, comment dirais-je, d'icônes que vous voyez ici, pour aller inverser le cours du temps, ou en tout cas le contrecarrer et éviter le cataclysme. Voilà, on passe rapidement pour les stretch goals qui vont se trouver un petit peu plus bas sur la page, les voici. Non, c'était pas encore ça, d'ailleurs c'était ici, voilà. Pour les stretch goals, pour l'instant débloqués, on aura donc apparemment un nouveau mode de jeu qui a été débloqué. Ça peut être relativement intéressant pour engranger encore un peu plus de durée de vie potentielle, de rejouabilité. Ensuite, on a de nouveaux équipements qui sont venus intégrer le jeu, par exemple ces 3 armes que vous voyez ici. Ensuite, on a également de nouveaux personnages, certainement des adversaires, j'imagine, hein, Sentient Apocalypse, Sentient Paradox. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est des choses qu'on doit empêcher plutôt que des personnages qu'on pourra contrôler par nous-mêmes. Avec des standees. Bon, les standees n'ont pas l'air d'être magnifiques, mais j'imagine que c'est encore du work in progress, comme on dit. Ensuite, de nouveaux événements apocalyptiques qui viennent là aussi renforcer un petit peu la rejouabilité du jeu, parce qu'à chaque partie, vous allez affronter un événement d'apocalyptique différent qui nécessitera des conditions de victoire différentes là également. Et puis potentiellement, on aura de nouvelles tuiles d'apocalypse par la suite. On verra celles qui sont débloquées d'ici la fin de la campagne, puisqu'il reste encore, comme je disais, pas mal de temps avant la fin de la campagne, à savoir donc 5 jours lorsque vous verrez cette vidéo en ligne. Ce qui veut dire qu'actuellement on est à 420 contributeurs, ça devrait pouvoir atteindre 600, 650 d'ici la fin de la campagne, malgré tout. Mais malheureusement, pas de version française pour ce petit puzzle spatial. Mais malheureusement, pas de version française pour This Didn't Happen. On continue avec Fluffy Frontier, un autre jeu qui était passé un petit peu sous le radar, que je n'avais pas vu jusqu'à présent, et donc vous ne le retrouverez pas sur la chaîne pour l'instant dans un menu crowdfunding quelconque. Et bon, je ne pense pas que ça aurait changé quoi que ce soit, même si ça avait été le cas, mais il se trouve que The Fluffy Frontier prend pour l'instant une tarte, avec à peu près 50% du seuil de financement atteint, alors qu'on entre dans la dernière semaine de campagne. Bon, ça se présente pas très bien pour ce petit jeu de 2 à 4 joueurs, pour des parties relativement ramassées, entre 30 à 60 minutes. Un truc plutôt familial apparemment, parce que c'est un jeu pour 8 ans et plus. Mais bon, ça ne va visiblement pas marcher pour cette fois en tout cas, pour un petit jeu de, de programmation d'action et un petit peu de set collection également, avec des visuels pas extraordinaires, faut être honnête. Même si la couverture est plutôt mignonne avec des petits chats, effectivement ça peut être sympa en termes de thématique, des chatons dans l'espace, pourquoi pas. Mais au final, quand on se réfère aux différents visuels que l'on peut voir du jeu lui-même sur table, ben c'est pas si fou que ça. Et puis au-delà de ça, c'est un petit peu décevant dans le sens où Iron Game Design propose souvent des trucs assez originaux et que leur dernier projet avait fait l'objet d'un très joli succès. Il s'agissait de Stationfall qui avait fait 2772 contributeurs en date de quand d'ailleurs, c'était en 2021, là d'accord, l'année dernière, exactement il y a un an, pile poil. Et bah, visiblement, ce sera pas du tout le même résultat pour Fluffy Frontier. 114 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne et à peine 5344 € d'engrangés. Ça va vraisemblablement pas financer. Présenté dans le menu crowdfunding du 5 juin dernier, Death by Coconuts s'apprête à voir sa campagne se terminer et on devrait pouvoir y arriver. Ce fut difficile, mais il reste 6 jours avant la fin de la campagne et il ne reste que 400 € à peu près, un petit peu moins même, à engranger pour pouvoir espérer financer. Ça devrait pouvoir se faire à moins qu'il y ait une annulation de la part de Bubblegum Stuff avant la fin de la campagne parce que le succès n'est pas tellement au rendez-vous, mais comme c'est souvent le cas quand même avec les jeux d'ambiance sur Kickstarter, c'est pas le type de jeu qui vraiment attire tellement les foules, à part quelques grands noms du genre. Donc voilà, je vous renvoie bien évidemment vers la vidéo du 5 juin dernier pour en apprendre plus sur Death by Coconuts, le jeu qui vous propose d'imaginer, enfin plutôt de deviner le nombre de morts causées par telle ou telle raison un petit peu stupide, comme par exemple une chute de noix de coco sur la tronche. 134 contributeurs à 5 jours de la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo et 5450 € d'engrangés. Pas de version française ceci dit. Là, pour le coup, de version française, il y en avait bien une, mais ça n'a pas forcément tellement aidé Space Lane Trader à se faire un nom sur Kickstarter. Pourtant, on est dans pas dans une semaine, mais dans une période relativement peu
faste, en projet conséquent, mais malgré tout, 15 254 €, seulement 220 contributeurs pour un jeu qui semblait quand même assez prometteur sur le papier, c'est assez décevant. Mais bon, d'un autre côté, c'est quand même un jeu d'un primo-éditeur sur Kickstarter, hein. Il s'agit de Arctic Lynx Game qui nous vient de Suède, mais avec une assez jolie direction artistique, avec des mécanismes qui n'avaient pas l'air dégueulasses. Là encore, je vous renvoie vers le menu crowdfunding du 12 juin dernier, dans lequel le jeu était présenté, mais je pensais qu'il ferait quand même un petit peu mieux que ça. Je l'avais déjà dit lors de la présentation du jeu, parce que déjà après 3-4 jours, il avait fait quoi, 200-300 contributeurs, ce qui était assez léger. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu austère visuellement, mais c'est pas vilain pour autant, et les mécanismes n'avaient pas l'air dégueulasses. C'est vrai que ce côté, prenez 2 boîtes de jeu pour pouvoir bénéficier d'une campagne supplémentaire, c'est un petit peu moyen bof, en termes de propositions, de stratégie mercantile, disons. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est financé. Est-ce qu'ils iront au bout ou est-ce qu'ils préféreront annuler pour tenter de faire mieux prochainement? Pour l'instant, je ne sais pas. Étant donné que c'est un primo-éditeur, j'aurais tendance à penser qu'ils iront quand même au bout, mais c'est quand même un petit peu décevant. Ceci dit, version francophone disponible, si vous voulez en être, à vous de voir. Également présenté dans le menu du crowdfunding du 5 juin dernier, Unsolved Science Case Number 1, The Object. Donc premier épisode de cette nouvelle série intitulée Unsolved Science qui nous provient de Mathieu Ranger ou Mathieu Ranger, je ne sais pas s'il est canadien, francophone, etc. Il est canadien, mais francophone ou pas, ça je ne sais pas. Bref, c'est un jeu façon un petit peu escape game, mais sauf que cette fois-ci, vous allez devoir faire des expériences scientifiques, de vraies expériences scientifiques, pour pouvoir en déduire des résultats et réussir à l'emporter sur le jeu. Donc de ce point de vue-là, c'est assez innovant, parce qu'on est quand même pas très habitué à faire de vraies expériences de chimie ou de physique, etc. Pour réussir une mission dans un jeu. Ici c'est le cas, c'est plutôt intéressant, et si en plus ça peut intéresser certaines personnes envers justement la thématique des sciences, de la chimie, etc., ça peut être un gros plus aussi. J'avoue que moi n'étant pas du tout scientifique dans l'âme, même si ça me peine bien évidemment, mon frère étant plutôt un scientifique et moi pas du tout, mais bon, que voulez-vous, hein, chacun ses particularités, voilà, hein, chacun ses spécialités. Alors, pour ce qui est des stretch goals, ma foi, je crois qu'il n'y en avait pas, donc du coup ça va aller plutôt vite. Oui, c'est bien ça. Il y a bien des Kickstarter exclusives, mais ils sont pas dépendants d'un quelconque stretch goals. Donc du coup, on va pouvoir directement transformer l'essai et dire au revoir à Unsolved Science, que l'on ne retrouvera pas la semaine prochaine, parce qu'effectivement c'est écrit 8 jours, mais c'est 8 jours avec un jour de retard, parce que lorsque vous verrez cette vidéo, il sera passé un jour. Donc c'est bien la dernière fois qu'on trouve Unsolved Science présent sur une page Kickstarter. Ce ne sera pas le cas la semaine prochaine, à vous de voir, mais malheureusement, pas de langue française pour le coup, ce qui me fait penser que Mathieu n'est peut-être pas francophone. Allez savoir. Présenté il y a quelques jours à peine dans le menu crowdfunding du 19 juin dernier, date à laquelle je vous avais déjà renvoyé vers un autre menu crowdfunding dans lequel j'avais déjà présenté le jeu. On est un petit peu dans Inception plutôt que dans Umbrella Academy ici. Et bien justement, Umbrella Academy nous est revenu sur GameFound après une première tentative et un échec du côté de chez Kickstarter, si je me souviens bien, ou déjà sur GameFound, j'ai oublié. Bref, c'était pas vraiment un échec, c'était une annulation de campagne vis-à-vis d'un nombre de backers assez limité, malgré l'énorme licence qui est derrière, puisque Umbrella Academy est un comics bien connu, américain. Donc bien évidemment, comme je l'ai présenté encore une fois il y a 2-3 jours, je vous renvoie plutôt sur cette vidéo, puis sur la précédente encore une fois, pour en apprendre vraiment plus sur le gameplay de ce jeu qui se base donc sur un comics américain de renom, avec des super-héros au pouvoir assez particulier, dans un univers qui ne l'est pas moins. Donc un jeu pour 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 60 minutes la partie, on devra évidemment faire des bobos à des vilains. Voilà, c'est assez typique de ce genre-là. Et pour les stretch goals, rapidement, les voici. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, ma foi. On aura juste un plateau double face, ce qui peut avoir son intérêt. Il faut voir s'il est double face pour une raison de gameplay ou si c'est juste esthétique. J'ai pas été checké, désolé. Ensuite, on aura également une nouvelle carte et une nouvelle miniature de Vanilla dans sa version jeune. Je ne connais pas du tout l'œuvre d'origine, hein, juste le nom. Et puis ensuite, celui-ci n'est pas encore débloqué, mais si ça devait se faire, je pense que ce sera le cas, on aura potentiellement un robot et une figurine ainsi qu'une carte pour l'accompagner, le Murder Magician, donc un nouveau personnage, certainement un personnage qui fera partie de l'équipe des vilains, donc des méchants du jeu. Donc voilà pour Umbrella Academy qui, comme la première fois,
ce n'est pas couvert de succès pour être tout à fait honnête, 445 contributeurs à peine, malgré 30 500 livres d'engrangés, ce qui n'est pas si mal, mais vu la taille de la licence qui est derrière, on aurait pu escompter bien mieux, voire bien mieux. Mais bon, que voulez-vous. En plus, pas de version française, donc voilà, évidemment, ça tombe. Présenté dans la vidéo du 12 juin dernier, dans le menu crowdfunding du 12 juin dernier pour être plus précis, Enigma Crime Scene Chicago and Sicily fait l'objet d'une nouvelle campagne après l'avoir déjà été il y a 2-3 ans je crois sur Kickstarter, et vraiment ça se passe pas bien du tout, donc on va pas faire non plus des plombes sur le projet. 29 backers seulement, alors qu'il y a pourtant des dispositions en langue étrangère, hein. On a le français, l'espagnol, l'allemand et l'anglais, hein, donc disponibles dans la campagne, et pourtant ça ne marche pas. Le jeu d'origine avait peut-être fait un bid en termes de gameplay, peut-être qu'il avait eu des critiques plutôt, comment dirais-je, salées, je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié, mais en tout cas pour l'instant ça se passe pas bien du tout pour cette sorte de réimpression peut-être un petit peu enrichie du jeu d'origine. Bon, il reste 9 jours, mais je crois pas tellement au miracle, ça devrait peut-être pouvoir financer de justesse, mais je ne saurais vraiment vous encourager à backer Enigma Crime Scene. On enchaîne avec un autre jeu qui n'a pas encore été présenté sur le menu crowdfunding, il s'agit de Deathly Thrones, pas facile à prononcer avec les TH dans tous les sens, un petit jeu en solo en print and play qui a déjà attiré 641 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne. C'est un jeu qui nous vient du Japon mais qui n'est pas japonais puisque c'est un projet de Jocelyn Loiseau, premier projet. Et alors là, si c'est pas un nom et un prénom qui crie le français, je ne sais plus qui je suis. Hein, donc à mon avis, français, belge, je ne sais pas, mais francophone, oui, il y a des chances. Jouable à partir de 8 ans et plus, pour un joueur, je l'ai déjà dit, pour des parties d'environ 15 à 20 minutes. C'est du print and play, vous allez donc imprimer une fiche de personnage et puis une fiche, comment dirais-je, d'ennemis je crois, ou de donjon. Et à partir de là, vous allez jouer avec des cartes, de jeux de cartes de base en fait, les 52 cartes qui composent un jeu de cartes habituel. Et puis chacune des cartes va avoir une fonction particulière comme la santé, l'armure, les combats ou les déplacements par exemple. Et vous allez devoir cocher des cases un petit peu comme un jeu de rôle de la vieille époque. Et puis voilà, je vais pas aller plus loin parce que j'y connais pas grand chose dans ce registre de jeu là et qu'en plus j'ai découvert le projet peut-être 5-10 minutes avant de commencer la vidéo, donc voilà, je vais pas prendre trop de temps avec en plus beaucoup d'hésitation étant donné que je n'ai pas vraiment consulté la campagne en détail, ou en tout cas pas de fond en comble. Donc voilà pour Deathly Thrones, si vous voulez un petit projet à 1$, c'est vraiment peut-être une bonne occasion, même si on aurait pu apprécier peut-être une version francophone pour un auteur qui vraisemblablement l'est, en tout cas j'imagine, mais donc, de ce point de vue là c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'il a prévu éventuellement une version française par la suite? Je ne sais pas, on verra bien. Est-il seulement francophone? Voilà. Donc Jocelyn Loiseau, si tu nous regardes, je ne sais pas, peut-être après tout. En plus, tu vis au Japon comme moi, donc il fallait bien que je mentionne ton nom, mais quand même, tu aurais pu faire ton projet en français, merde. Donc voilà, 2670€ pour l'instant, c'est largement financé parce que c'est un print and play, que ça coûte rien à produire. 641 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, 8 lorsque vous verrez la vidéo. Et on repart sur Ancient Blood. 353 contributeurs, on pourrait presque se faire du mauvais sang. Vous l'avez? Non, elle est pas terrible de toute façon. Franchement, j'ai pas confiance. Donc Ancient Blood qui revient après une campagne sur GameFound. Il propose exactement la même chose, mais en justifiant l'existence de cette campagne par l'apparition d'une original soundtrack, donc d'une bande originale sonore bien évidemment, pour accompagner le jeu, parce qu'on n'a pas le droit sur Kickstarter de proposer un produit déjà sorti, déjà ayant fait l'objet d'une campagne de sociofinancement. Et du coup, bon, il justifie ça par la bande originale, mais en fait c'est une occasion de vendre plus de copies du même jeu avec exactement les mêmes pledges, puisqu'en fait au-delà de la bande originale, les choses qu'ils mettent les plus en avant durant la campagne, c'est le jeu lui-même avec ses extensions bien évidemment. Donc je vous renvoie vers la vidéo d'il y a 3 jours, donc du 18 juin dernier, pour en apprendre un petit peu plus. Je crois que déjà dans cette intervention, je vais vous renvoyer vers la vidéo dans laquelle j'avais présenté le projet l'année dernière lorsqu'il était apparu sur GameFound, ce qui est assez logique. Bref, vous retrouverez les informations nécessaires si vous cherchez un petit peu. 353 contributeurs, bon c'est quand même assez décevant, même si bon c'est une deuxième campagne sur exactement la même chose, mais j'imagine qu'ils espéraient en écouler un petit peu plus. Reste à savoir pourquoi aussi peu de temps après la première campagne, et pourquoi la même chose exactement sans ajout autre que une bande originale qui sert pas à grand chose. 21 000€ ceci dit.
C'est à peu près tout pour Ancient Blood, version disponible en français, tenez-le vous pour dire là encore, c'est quand même important. Présenté le 12 juin dernier dans le menu crowdfunding pour un premier projet de Pine Island Games, Nut Hunt fait plutôt du joli score, 740 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, c'est plutôt pas mal pour ce jeu relativement familial pour 1 à 5 joueurs dans lequel vous allez incarner des écureuils qui vont chercher à accumuler des noix, bien évidemment, différents types de noix, tout en faisant attention au renard, ou même en utilisant le renard à bon escient pour pouvoir les orienter vers les autres joueurs, ou pour qu'ils puissent produire des ressources, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, allez consulter la vidéo du 12 juin dernier pour en apprendre un petit peu plus sur le jeu, qui a l'air relativement charmant, même si clairement la couverture fait quand même très tue l'amour, pour être tout à fait honnête. Mais bon, un jeu pas très cher, avec un seul niveau de pledge, c'est plutôt à saluer, les illustrations sont plutôt très joliment réalisées, reste à voir si ça peut vous intéresser, si thématiquement c'est pour vous, mais c'est vrai qu'en famille ça peut être tout à fait sympa, malheureusement pas de version francophone pour l'instant. 740 contributeurs avec 25 000 € d'engrangés à 9 jours de la fin de la campagne, donc 8 lorsque vous verrez cette vidéo, ce qui veut dire que le jeu aura une dernière apparition sur le suivi du menu crowdfunding la semaine prochaine de toute façon. Donc on ne passe pas trop de temps sur les stretch goals puisqu'on les verra la semaine suivante. Même chose pour First in Flight, lui aussi présenté dans le menu crowdfunding du 12 juin, donc même chose que pour Nut Hunt. 1358 contributeurs à 9 jours de la fin de la campagne, très joli score pour Artana LLC, donc là par contre ce n'est pas le premier projet, 62 000 € d'engrangés. Bon, je dis très joli score, certes c'est un assez joli score, c'est pas un éditeur hyper connu malgré tout, malgré ses 10 projets, mais si vous vous rappelez bien, c'est un éditeur qui avait quand même proposé quelques projets ayant fait des succès un peu plus conséquents, comme par exemple On the Origin of Species, le jeu sur Darwin, avec 3500 contributeurs, c'était quand même un peu plus conséquent, même pour Loveless and Babbage, 2500 contributeurs. Qu'est-ce qu'on avait encore qui avait fait un beau succès? Oui, celui-ci, Tesla vs Edison en version de joueurs, si je me souviens bien. Bref, on a eu quand même des jeux qui avaient fait un succès plus conséquent que ce que propose First in Flight. Thématique pourtant assez intéressante sur les débuts de l'aviation, avec un matériel qui est pas dégueulasse, même si le plateau central a une direction artistique qui moi me convient pas tout à fait. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez éventuellement. First in Flight, je vous renvoie vers la vidéo du 12 juin pour en apprendre plus sur le gameplay du jeu. 9 jours avant la fin de la campagne, 1360 contributeurs environ, avec 62 000 € d'engrangés. Mais pas de version française, malheureusement. On continue avec un jeu présenté il y a 3 jours à peine dans le menu du 19 juin dernier, à savoir Bot Factory, le nouveau jeu de Vital Lacerda en collaboration avec Joao Quintela. 1867 contributeurs à 10 jours de la fin de la campagne pour le nouveau projet de Eagle Gryphon Games, l'éditeur habituel de tous les jeux de Vital Lacerda. Et là, à la surprise générale, vous me direz, quoi, le jeu n'est pas financé? Et oui, c'est pas financé, mais c'est parce que Eagle Gryphon Games, comme je l'ai dit récemment, fait partie des rares éditeurs à proposer des vrais seuils de financement. Ici, 100 000 $, donc 95 000 € environ. Et donc ça prend un petit peu plus de temps pour le financer, mais ça veut rien dire. Pour le coup, c'est un vrai seuil de financement. Il n'y aura certainement pas de stretch goals. Ah si, il y en aura quelques-uns, c'est vrai. Ils en mettent à partir d'un certain seuil quand même. Mais bon, ça devrait financer sans aucun problème. Ça reste un Vital Lacerda. Mais attention, comme je l'avais déjà dit lors de la présentation du jeu il y a quelques jours, c'est un Vital Lacerda qui se veut être relativement familial. Alors familial, on verra ce que ça veut dire véritablement, ça reste un jeu basé sur les mécanismes de Kanban EV, donc un gros jeu bien mastoc, mais avec une thématique dans une usine de jouets, donc assez différent de ce point de vue-là, même si visiblement il y a des trucs qu'on peut comparer avec Kanban EV, et puis ça se veut théoriquement être un jeu relativement rapide, entre 30 à 60 minutes, mais si je vous dis attention en termes de complexité, c'est que malgré tout on nous dit 14 ans et plus, donc bon, allez savoir. Un jeu qui se veut plus familial théoriquement, mais quand même 14 ans et plus. Bon, on verra bien. En tout cas, c'est plutôt un beau succès malgré tout. C'est pas à la hauteur des autres jeux de Lacerda, bien évidemment, mais les fans de Lacerda le sont surtout pour ces gros jeux bien velus et pas vraiment pour ces petits jeux plus familiaux. Ceci explique cela. En tout cas, il reste 10 jours avant la fin de la campagne, 9 lorsque vous verrez cette vidéo, donc de toute façon, on le retrouvera sur le suivi du menu, la semaine prochaine.
On enchaîne avec Skyrise, nouveau projet porté par Roxley Games, avec comme souvent de leur côté une très belle réédition, une très belle refonte visuelle et un peu mécanique également d'un jeu préalablement sorti, à savoir Metropolis en 2008. Skyrise est bien ma foi 4000 contributeurs après moins d'une semaine de campagne. Tout se passe très bien, c'est une belle machine, comme souvent avec Roxley Games, ça marche toujours très bien, ils font parler la poudre, et j'avoue que s'il n'y avait pas eu un autre jeu dans le menu crowdfunding de la semaine dernière, donc du 19 juin dernier, ça aurait certainement pu être mon coup de cœur de la semaine, mais il a été devancé par un autre jeu dont on va parler juste après. Voilà, Skyrise, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 19 juin pour en apprendre plus sur ce jeu d'enchères, pas seulement, mais d'enchères malgré tout, un petit peu de contrôle de territoire et un petit peu de puzzle spatial également, avec des missions, des objectifs communs et des objectifs secrets également, pour 2 à 4 joueurs, 30 à 75 minutes, très bien réalisé, même si là ce que vous voyez ici c'est la version Ultra Deluxe avec les miniatures personnalisées pour chacun des personnages. Ce ne sera pas forcément le cas si vous prenez la version de base, mais petit conseil que je réitère, que j'avais déjà mentionné dans le menu crowdfunding, si vous voulez vous contenter de la version de base, attendez la version qui sortira en boutique, on aura certainement une version francophone d'ici pas trop longtemps. Par contre, si vous voulez deluxifier votre jeu avec des bâtiments en impression 3D et des plateaux impression 3D eux aussi sur le plateau central, alors là par contre vous pouvez vous orienter vers la version Collectors qui ne sera certainement pas disponible en boutique par la suite. Voilà pour Skyrise, 4003 contributeurs à l'heure actuelle, à 10 jours de la fin de la campagne et près de 275 000 € d'engrangés. Très beau succès encore une fois. Et voilà, je vous parlais de mon coup de cœur et de mon semi-coup de cœur pour Skyrise qui avait été obscurci par la présence de mon vrai coup de cœur de la semaine-semaine. De la semaine-semaine ça n'a... De la semaine-semaine... Qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, qui a été éclipsé par mon vrai coup de cœur qui est Septima pour la vidéo de la semaine dernière, donc du 19 juin dernier. Je me remets pas de cette bourde langagière. Ouais, quoi qu'il en soit. Septima, proposition faite en français qui plus est, en provenance de Mind Clash Games. Mind Clash Games, c'est Tricarion, c'est Anachronie, c'est Cerebria, c'est tout un tas de jeux qui ont des notes de fou sur BGG, mais qui sont très complexes. Septima arrive avec une proposition qui se veut comme étant plus abordable, plus accessible pour des joueurs un petit peu moins expérimentés, un petit peu moins amateurs de jeux très velus. Attention, ça reste un jeu Mind Clash Games malgré tout, donc ce ne sera pas un jeu auquel vous jouerez avec des non-joueurs tout simplement, hein. Il faut déjà avoir une certaine expérience pour entrer dans ce genre de jeu malgré tout, mais ça reste un jeu plus abordable, plus accessible que ce qu'ils avaient pu proposer jusqu'à présent. Et de ce point de vue-là, c'est super intéressant parce qu'en plus de ça, rares sont les jeux de Mind Clash Games à proposer une expérience jouable en moins de 2 heures, 2 heures et demie. Ce qui là peut potentiellement être le cas puisqu'on l'a vu un petit peu plus haut, c'est théoriquement du 25 minutes par joueur, donc imaginez à 2, ça peut potentiellement se terminer en 1 heure, 1h10 par exemple, voire même 50 minutes quand on sera habitué. Voilà pour Septima, 7040 contributeurs à l'heure actuelle, avec 515 000 € d'engrangés. Il reste 10 jours avant la fin de la campagne, donc on passera un peu plus de temps peut-être la semaine prochaine. Même si je l'ai déjà dit la semaine dernière, il n'y a pas de stretch goals, mais il y a des petits trucs dévoilés par-ci par-là au quotidien via les updates quotidiennes, journalières, dont par exemple des nouveaux personnages qui viendront intégrer le jeu. Donc on en fera quand même un petit point là-dessus la semaine prochaine, et je pense que le jeu ira certainement atteindre pas loin du 1 million d'euros, voire peut-être le dépasser un tout petit peu. On verra bien la semaine prochaine pour Septima. Présenté le 12 juin dernier, ici on parle de Tsulo dans son édition Luxury Limited, l'édition hyper deluxifiée de Tsulo, un jeu qui bénéficie d'ores et déjà d'une renommée internationale, qui a déjà quand même un certain nombre d'années derrière lui. Je crois que ça fait bien 10 ans que le jeu est sorti à l'origine, et donc comme je l'avais mentionné dans le menu crowdfunding du 12 juin dernier, il revient avec une version ultra deluxe de la mort qui tue. Si vous êtes un gueux, si vous êtes un sans-dents, ce n'est pas pour vous. Voilà, contentez-vous de votre Tsulo de base, celui-ci va coûter une blinde. Je l'avais déjà mentionné, ça pique, hein, je vous renvoie vers le menu du 12 juin pour en avoir le cœur net.
mais très honnêtement, c'est pas du tout pour moi non plus. C'est visuellement très joli, c'est très joliment réalisé, mais ça reste Tselo, un jeu que vous pouvez acheter potentiellement pour 25 euros et qui, là, dans cette version ultra deluxifiée, vous en coûtera plus de 10 fois la somme que je viens de mentionner, à savoir 350 $ pour un jeu de Tselo. Ça fait quand même très cher. Donc voilà, soit vous abandonnez et vous restez sur votre Tselo d'origine, soit vous posez une hypothèque sur votre baraque, soit vous vendez un rein, à vous de voir. Moi je recommande plutôt de ne pas le prendre, sauf si vraiment vous en avez les moyens, auquel cas vous auriez tort de vous priver, d'autant plus que quand même c'est un très bel objet, en plus d'être un jeu assez reconnu et disposant d'une belle notoriété. Voilà pour Tselo, on repassera rapidement dessus la semaine prochaine, puisqu'il lui restera certainement 2-3 jours avant la fin de sa campagne la semaine prochaine. En tout cas pour l'instant, 728 contributeurs c'est pas extraordinaire, mais quand on voit le prix que ça coûte, on se dit que c'est quand même pas mal du tout. Et avec seulement 730 contributeurs, on a engrangé déjà 235 000 euros. Donc finalement le résultat est pas si mauvais que ça quand on y regarde bien. Voilà pour Tselo. Et on termine cette semaine avec Dungeon Fights, un jeu qui m'était là encore passé sous le radar, puisque c'est un jeu qui existe déjà depuis 2-3 semaines je crois sur Kickstarter, qui nous vient du Mexique. C'est pas fréquent, donc il faut le mentionner également, en provenance de Harlan Games, donc c'est le premier projet sur Kickstarter, 208 contributeurs, c'est pas ridicule pour un primo-éditeur, mais vous le voyez, bon, 7000 euros d'engrangés sur 13 000 nécessaires. Bon, certes, il reste plus de 10 jours de campagne, enfin 10 jours lorsque vous verrez cette vidéo, mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour un jeu qui apparemment propose une expérience de dungeon building, même si c'est ici rebaptisé Dungeon Crawling, pour un jeu de deck building, ce qui est foncièrement un jeu de deck building, donc ça peut s'apparenter à d'autres jeux précédemment sortis jusqu'à présent. Donc un jeu de dungeon crawler avec du deck building, avec des personnages légèrement asymétriques, le tout pour un jeu qui est orienté 12 ans et plus, 1 à 4 joueurs, donc avec un vrai mode solo, et pour 60 minutes et plus. Et je ne l'ai pas encore mentionné jusqu'à présent parce que c'est relativement évident, mais ça surfe bien évidemment sur la vague de popularité d'abord de Cuphead, sorti il y a déjà 4-5 ans je crois, mais également sur celle de Townsfolk Tussle, qui était sortie sur Kickstarter en jeu de société il y a de cela 1 an et demi je pense, que Xavier a reçu récemment, que lui je crois a essayé, mais moi pas encore, donc je pense qu'on fera certainement une partie Xavier et moi ensemble prochainement, peut-être en vidéo, on verra si on veut vous le faire découvrir, ce qui pourrait être assez sympa, d'autant que le matériel est assez joli aussi. Mais là pour le coup ça ne marche pas très bien pour Dungeon Fights. Là je vous laisse un petit aperçu des cartes qui sont encore une fois pas vilaines du tout. On peut aimer vraiment ce côté très rétro, très dessin animé des années je sais pas 30-50 on va dire environ. C'est plutôt agréable à l'œil, c'est plutôt sympa. Mais visiblement, il y a peut-être un manque de communication aussi, le fait que l'éditeur soit encore parfaitement inconnu. Et puis peut-être aussi que bon, le ressucé de direction artistique qu'on a déjà vu au préalable, finalement, au bout d'un moment, ça atteint une certaine limite. Voilà, je ne sais pas. On verra ce qu'il en est de la proposition du jeu en tant que tel. Il n'a pas l'air forcément plus mauvais qu'un autre. J'avoue ne pas m'être penché suffisamment sur son sujet pour émettre un avis tranché, un avis éclairé, ne serait-ce que ça. Ce serait déjà pas mal. Mais bon, vous voyez, donc vous aurez des cartes d'événements, des cartes de monstres, des cartes pour aller upgrader votre personnage avec des items notamment, des items très dessin animé là encore des années 50, avec des bottes ailées, un point à ressort, etc. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu ça par vous-même. La version française est disponible, ça aussi j'avais failli oublier de le dire. Ce n'est pas précisé ici dans la campagne, mais si vous allez dans la dernière actu de la campagne, vous aurez droit à la version française disponible en PDF. Attention, seulement en PDF. Donc là, ce n'est pas mentionné ici, je le répète, il faudra aller dans les actualités. La dernière actualité mentionne une version française en PDF. Vous pouvez au cas où déjà tester le jeu sur Tabletopia en version anglaise, en version originale bien entendu, mais à part ça, je ne peux pas vous en dire grand chose de plus, si ce n'est que la direction artistique est assez jolie, même si c'est pas très original, ça l'aurait été il y a 4 ou 5 ans, ça ne l'est malheureusement plus. Voilà pour Dungeon Fights avec ses 210 contributeurs et 7000 euros d'engrangés, 10 jours avant la fin de la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. C'est pas dit que ça finance en si peu de temps avec si peu de backers pour le moment en tout cas.
Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce suivi du menu crowdfunding. Et quand je repasse en plein écran, je vois à nouveau ma tronche avec ses cheveux qui ressemblent absolument à rien. Donc on va faire quelque chose d'encore pire pour terminer la vidéo. Voilà, vous m'aurez jamais vu comme ça. C'est presque mieux en fait, à tout bien y réfléchir. Bref, on va s'arrêter là pour cette semaine de suivi. On se retrouve très prochainement pour d'abord notre patron l'addition avec un petit peu de retard pour également célébrer le premier anniversaire de la chaîne et puis également bien sûr pour le menu crowdfunding de la semaine suivante, même si cette semaine vous allez voir c'est quand même très très léger alors qu'on avait une très belle semaine du 19 juin. Celle du 26 sera vraiment pas terrible par contre. Allez, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien et à la prochaine.